Elle s'appelle Annick Tchani, elle est employeur, elle est entrepreneur. C'est une femme, on peut dire aussi, qui est activiste parce qu'elle nous amène aujourd'hui à sa manière de penser sur certaines questions liées à la femme. Alors, bienvenue à vous, Madame, Messieurs, dans cette émission Femmes, et bienvenue également à vous, Madame Annick. Merci, Madame. Vous allez bien? Ça va très bien, merci. Vous-même? Oui, ça va aussi. Vous êtes vous-même femme, je suis femme. J'aimerais d'abord savoir quelle est l'importance que vous accordez à l'être humain en tant que femme, ou comment vous la décrivez? J'ai décrit la femme aujourd'hui à ce jour, où je peux dire depuis ma naissance jusqu'à ce jour, avant que je ne devienne mère et jusqu'à ce jour. La femme est l'être que Dieu savait qu'il pouvait créer parce qu'elle est au centre de l'intérêt de beaucoup de choses. Et je serai en tout cas audacieuse de dire qu'elle est au centre de l'intérêt de tous. Parce que c'est elle qui donne la vie, évidemment. Exactement. Et sans la femme, je serais encore audacieuse de dire que beaucoup de choses et tout n'existerait pas. Vraiment. Ouais. Et il y a quelque chose qui vous a tiqué ou qui a attiré votre attention dans la société, c'est le phénomène que nous appelons fille-mère, mais qui vous intrigue un peu. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lever pour dire non à cette dénomination? Alors, c'est un phénomène que la plupart de personnes aujourd'hui, ou même l'ensemble du monde, appelle fille-mère, mais que moi, je choisis d'appeler femme avec enfant. Pourquoi femme avec enfant? Parce qu'une femme, même quand elle est fille, elle donne naissance, elle est déjà femme. Évidemment, les scientifiques nous diront qu'une femme, déjà, la première fois où elle a ses premières règles, elle est automatiquement déjà prête à procréer, à donner vie. Donc pour moi, c'est une femme. Alors ce qui m'intrigue un peu dans cette appellation de fille-mère, c'est parce qu'il y a une stigmatisation qui a pris place d'une manière ou d'une autre dans la société aujourd'hui. Parce que celle qui est appelée fille-mère, elle est banalisée, elle est réduite. Évidemment, c'est un phénomène qui réplie beaucoup de filles, qui renferme en elles beaucoup de potentiel, qui, à cause d'un parcours de la vie, à cause d'un moment de sa vie, elle est passée par quelque chose, elle ne sait plus ressortir ce qui est en elle parce qu'elle a déjà une appellation. Et aujourd'hui, dans notre société, qui t'appelle fille-mère te donne une certaine connotation. Oui, mais c'est parti d'un fait parce que généralement, on considère que ces jeunes-là sont des jeunes dames, peut-être 16 ans, 15 ans, parfois des mineurs. C'est comme ça que l'appellation a pris de l'ampleur. C'est pas forcément péjoratif, non? Bon, elle a pris de l'ampleur, mais moi je dirais elle a vraiment pris de l'ampleur dans le sens péjoratif, parce que quand je parle même de la stigmatisation, c'est-à-dire qu'on leur place dans la société à dire que à cet âge, normalement, elle devrait être en train d'étudier et que certainement, elle ne devrait pas se retrouver dans cette situation. Certes, c'est une vérité, mais tout part de beaucoup de circonstances qu'elle rencontre et qu'elle en arrive là. Mais ça ne leur permet pas, en fait, de pouvoir se développer après. La plupart, en tout cas, ça ne leur permet pas de développer après parce qu'il faut beaucoup d'exercices après. Il faut qu'elles aillent rencontrer des personnes qui psychologiquement vont leur aider à pouvoir s'accepter en tant que telles. Et que déjà, il faut dire que la tranche d'âge je me dirais entre 6 ans et 18 ans, la jeune fille, elle se bat avec sa personnalité. Elle se bat avec sa personnalité. Tout à fait, elle se recherche. Exactement, elle veut se retrouver. C'est comme ça que vous verrez à gauche et à droite, il y a certaines qui ont des petits copains, qui veulent un tout petit peu s'accepter, s'affirmer pour dire que tu es belle, tu es ceci, tu es cela. Et le simple fait maintenant qu'elle soit tombée dans cet événement ou qu'elle ait rencontré cette situation dans le parcours de sa vie,
ça brise ce côté-là où elle n'a d'abord pas su retrouver son chemin ou sa voie, et directement, pour elle, c'est fini, c'est bon, je ne veux plus arriver à faire quelque chose justement parce que je suis une fille mère. Et qui dit fille mère, tu n'étais pas prête à devenir femme, tu n'étais pas prête à... C'est justement ça, c'est venu de manière précoce, sinon on allait dire femme mère. Tout ce qui est venu de manière précoce, c'est juste qu'elle a donné vie. Elle a donné vie aujourd'hui de manière, financièrement parlant, elle n'est pas stable, elle n'est pas prête à pouvoir donner vie. Même psychologiquement parfois exactement, aussi. Exactement. Elle n'est pas prête, mais scientifiquement parlant, son corps et sa disposition étaient aussi déjà prêtes à pouvoir donner vie. Okay. Ouais. Donc mon problème, enfin ma question à ce sujet, ou ce qui m'intrigue toujours, m'a toujours intriguée à ce sujet, c'est que on devrait orienter cette catégorie de jeunes filles que j'appelle femmes avec enfants autrement pour leur faire affirmer dans la société, pour dire que vous êtes passé par tel événement. Certes, c'est la voie peut-être que Dieu a choisi pour vous, mais tant que vous avez la vie, tant que vous êtes encore forte, voilà ce que vous pouvez faire. Parce que, mais de plus en plus, on a vu que le phénomène a pris de l'ampleur dans la société, évidemment, parce que il y a beaucoup de causes. Hein. Le manque d'autonomisation de certaines femmes qui a de l'impact sur leurs enfants. Et de suite, c'est vraiment une suite qui a des conséquences assez néfastes dans les familles. Mais pour éviter que ça arrive, qu'est-ce que vous enseignez aux gens aujourd'hui, même si les parents ne sont pas en mesure de t'acheter ce dont tu as besoin, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que c'est de ça aussi qu'il est question. Avant de trébucher, il faut prendre conscience aussi par rapport à ce qui nous attend après. Ok. Personnellement, je vous donnerai mon exemple où je vous parlerai de moi. Personnellement, j'ai une fille, j'ai une grande fille. Ça m'est arrivé. Mais je dirais jamais assez merci à mes parents parce que ce sont deux personnes qui ont été là pour moi. C'est arrivé avant que vous ne soyez prête, psychologiquement, mais pas physiologiquement. Exactement, il faut dire que j'avais 17 ans, j'étais encore en train d'étudier, j'étais pleinement en 6e des humanités. Pour le diplôme? Oui, pour le diplôme d'État. Et vous l'avez décroché la même année ou ça s'est passé comment? Non, je l'ai décroché une année après parce qu'il a fallu que j'accouche, et puis après, je me dis, ma fille, elle avait à peine 4 à 5 mois, mon père automatiquement, il m'a remis à l'école. Hein. Il n'a pas attendu que je sois en train de... Vous étiez dans des bonnes mains. Effectivement. Mais je dis toujours que les parents, les enfants ne peuvent... Le repère des enfants sont toujours les parents. Peu importe ce qui peut se passer dans le monde aujourd'hui, peu importe ce qui peut se passer dans la société aujourd'hui, un parent reste un repère pour son enfant. Donc, il faudrait, à un moment donné, ça c'est une interpellation aux parents, que la colère ne prenne pas les déçus sur vous et que vous donnez l'impression de totalement abandonner l'enfant. La gestion de cette crise-là, c'est très important. Elle est très importante parce que ça permet à l'enfant aujourd'hui de se relever, de se retrouver encore dans la société. Mais visiblement, vous étiez dans une famille équilibrée. Votre père était en mesure de vous payer certainement le Minerval, il était en mesure de vous nourrir, mais pour d'autres filles, ce n'est pas le cas. Ah, pas forcément, maman Faiza, parce qu'il faut dire que mon père, il s'est démerdé, si je veux dire. J'étais en 6e, j'étais obligée d'arrêter le cours. En même temps, il y avait ma sœur aînée qui était aussi en 6e. En même temps, il y avait mon petit frère qui venait après moi, on est 5 dans la famille. Oui. Je suis 2e de la famille. Et quand j'ai arrêté, j'ai accouché, mon père, je dirais, il s'est battu, il s'est donné vraiment corps, âme et esprit. Il a demandé à ce que je reprenne le col. J'ai repris le col. Et c'est après que j'ai obtenu mon diplôme d'État qu'il n'était pas en mesure de me payer l'université, justement, qui m'a dit, OK, d'accord, là, je pense qu'on peut s'arrêter un peu, tu vas un peu te reposer, je vais un peu me reposer. Et après, quand je reprends du souffle, évidemment financièrement, et que tu vas maintenant reprendre l'université, c'est là que je chômais une année. Oui. J'ai vu, je ne dirais pas que la situation, elle était aisante financièrement. J'ai vu mes parents se battre, se donner corps, âme et esprit. J'ai vu mon père n'est pas m'abandonner comme ça ou me dire OK, comme tu es. Vous n'avez pas été abandonné dans la famille Non. Alors ça encore c'est une question. Ça c'est un exemple que j'ai reçu de mes parents.
Aucun enfant se sent en sécurité à l'extérieur de la maison de ses parents. Mais j'ai l'impression que c'est une forme de punition. On dirait que les parents infligent aux enfants, aux femmes, aux filles, évidemment. Le temps peut-être nous serait imparti pour que je vous explique c'est quoi les genres de punitions que moi j'ai reçues dans la maison de mes parents, mais c'était des punitions même qui aujourd'hui me donnent aujourd'hui la conscience de dire que ça je ne peux pas, ça une je peux. certaine discipline. Exactement, parce que tu punis mieux ton enfant quand il est chez toi à la maison. Tu ne le laisses pas en dehors de la maison parce qu'à l'extérieur de la maison, tu ne sais pas ce qu'il y a. Tu ne vas pas dire à un enfant qu'il aille dormir à l'extérieur, il y a la pluie, il va attraper la grippe. C'est un exemple que je donne comme ça, mais c'est une façon de dire que l'enfant est mieux éduqué, il est très bien puni quand il est chez vous à la maison. Quand je donne un exemple Donc pour banal, vous, ce n'est pas une solution quand un enfant, une fille tombe enceinte, d'aller la laisser dans la famille du garçon? Pas du tout, maman Faiza. Je te donne un exemple. Vous êtes à 5 dans la famille, vous êtes 2 filles et puis il y a 3 garçons, la composition de ma famille. Mais le même privilège que tu avais avec ta sœur, tu vois ta sœur l'avoir, mais toi n'est pas l'avoir. Vous comprenez ce que ça fait. Ça fait très mal et là tu comprends que tu es puni. Aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, ils peuvent dire on a une soirée, on a une fête d'anniversaire, ok, les autres partent, toi tu ne pars pas. C'est pas parce que tes parents ont honte du fait que tu sois fille-mère, mais ils te punissent, ils te disent c'est ça ta punition, tu ne pars pas. C'est l'un des exemples parmi tant d'autres que je peux donner aujourd'hui sur ce plateau. Mais est-ce que c'est pas aussi pour rendre les garçons plus responsables que les gens à l'époque avaient l'habitude de procéder comme ça, pour dire que prends ta responsabilité en main, ta femme et ton enfant, soit entre parenthèses, hein, c'est pas sa femme, mais ça... Mais je t'avoue qu'ils n'ont jamais été responsables pour autant. Pourquoi? Parce qu'il y a rien qui les responsabilise. La fille, quand elle est là, elle est nourrie par le même parent du garçon. Elle est nourrie de la même manière que le garçon. Peut-être qu'elle n'a pas certains avantages et privilèges, peut-être en argent de poche ou quoi que ce soit, mais elle est nourrie comme le garçon. Le garçon, au moment de la layette, c'est même pas le garçon qui va, même s'il peut faire quelque chose, c'est pas 100%. C'est à peine la maman qui revient avec une bassine avec les couches et dit ah Coco Nangaï et tout ça. En fait, en vrai, pourvu que tu tombes aussi dans les mains d'une bonne maman. Exactement. C'est ça, parce que si ce n'est pas le cas, parfois, psychologiquement, ça détruit la vie de beaucoup des filles qui se sont retrouvées dans des familles comme ça. C'est en fait ça, c'est pour ça qu'on voit dans certaines familles une fille qui a un enfant et après elle en a un autre toujours dans la maison de ses parents parce qu'on ne réussit pas à détecter c'est quoi le problème qu'elle a. C'est une phase où le jeune fille traverse des moments super difficiles psychologiquement, super difficile émotionnellement, mais on a l'impression qu'elles s'en foutent, qu'elles sont heureuses. On dit, ah ouais, au CPLI, comment c'est arrivé? Tu t'en fous, mais vous n'avez aucune idée. C'est parce qu'aujourd'hui, on a la grâce dans notre pays que la dépression ne soit pas aussi assez grave comme elle existe, mais ce n'est pas prise en compte parfois. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui dépriment. Voilà. Et ça fait partie elle passe de moments super difficiles de dépression et on dirait que quand en RDC on prie, Dieu vraiment il tient compte même des prières des personnes qu'on ne connaît pas, mais qui prient aussi pour cette catégorie de filles et que Dieu aide. Mais sinon, ce sont des moments très difficiles de dépression qu'on devrait prendre vraiment en compte et qu'on devrait dire en ce moment-là, on a le choix d'aider cet enfant psychologiquement, spirituellement, financièrement et émotionnellement. Mais il y a aussi beaucoup de questions taboues autour de cette question des femmes. Avec enfants. Femmes avec enfants, je dois m'habituer. Femmes avec enfants, parce qu'il y a des tabous qui persistent, des questions sur lesquelles les parents, vous aviez insisté sur les modèles parfaits, où les premiers modèles des enfants, ce seraient les parents. Mais on a du mal à discuter avec nos enfants sur certaines questions, alors que sous d'autres essieux, on n'envie pas ce qu'ils font, mais ils ont évolué avec certains sujets qui aujourd'hui restent tabous dans nos foyers. Pour ça même, vous avez totalement raison. Moi, à un moment donné, je m'étais dit, ce sont des sujets qui devraient ne plus être tabous à l'école. Pourquoi? Parce que si, par exemple, à l'école, les enfants déjà à l'âge, enfin, en classe, par exemple, 4e primaire déjà ou 5e primaire, même 3e primaire, on commence déjà à leur parler. Vous voyez aujourd'hui à la télé avec les systèmes
avec la dépravation de mœurs qui existe dans le monde aujourd'hui. On apprend à nos enfants dans les dessins animés des choses pour lesquelles ils n'ont même pas besoin d'apprendre aujourd'hui. Mais ce sont des questions... C'est un peu précoce. Oui, mais ce sont des questions, si aujourd'hui on en parlait aux enfants, on commençait à apprendre à la jeune fille, en 3e primaire, son corps, comment elle fonctionne, comment elle est, parce que certaines en 3e primaire, déjà, elles peuvent déjà avoir leurs premières règles, celles qui évoluent physiologiquement rapidement. Alors, en 5e primaire, déjà, pour d'autres aussi, ça arrive. Donc, si déjà on commençait à intérioriser ça à l'école, ça aiderait aussi le parent, parce que les parents, on reste bantous. On reste... Donc, vous pensez que ça ne va pas changer automatiquement? Ça va pas changer automatiquement parce que... Ce manque d'information a poussé beaucoup de gens à tomber dans les erreurs. Hein. Il faudrait parfois... Parce que le monde évolue à l'extérieur. Quand nous, on garde silence à l'intérieur, c'est des équilibres là aussi qui entraînent... Je dirais aux parents de ma génération d'être de votre génération, les autres, vous les avez déjà écartés. De la génération de mes parents, je dirais, ils vont dire vous le jeune. Ils vont juste dire vous le jeune, vous regardez trop la télé, vous lisez trop les livres et puis ils vont juste dire ça. Vous êtes sur votre téléphone. Oui, vous êtes sur votre téléphone, effectivement. Mais les parents de ma génération, ne soyons pas que sur les téléphones, sur WhatsApp et autres. Ayons le temps de dialoguer avec nos enfants, ayons le temps d'observer nos enfants, ayons le temps d'observer les habitudes, les attachements, les envies de nos enfants. C'est très capital et c'est très important. On n'en tient parfois pas compte, mais si tu observes un enfant quand il regarde la télé, c'est à quoi il est très attaché. Il est très attentionné sur ça. Ça peut déjà te donner une orientation sur ce qu'il peut avoir comme attachement dans les jours à venir. Et aussi, aujourd'hui, l'information, si tu ne donnes pas l'enfant à la maison, coûte que coûte, la minute qui suit, il va l'avoir à l'extérieur. À l'extérieur, tout à fait. Et peut-être l'avoir mal. Très mal. Tu as le choix, soit de lui informer à la maison, évidemment avec la grâce de Dieu et la prière aussi. Toujours, il ne faudrait pas l'oublier. Oui, il ne faudrait pas l'oublier. Et si tu lui donnes à la maison, demain, quand il va l'apprendre à l'extérieur, il reviendra te poser la question. Il dit, maman, tu sais, ou papa, tu sais, tel sujet, tu m'as parlé. J'étais de l'autre côté, mais j'ai entendu, ils ont dit ça. Qu'est-ce que tu en dis? Et en ce moment-là, tu sais savoir aussi orienter l'enfant. Mais quand on ne prend pas le temps de pouvoir les informer et surtout de prendre le temps de dialoguer avec nos enfants, échanger, ça ne leur permet pas et ça ne nous permet pas aussi de pouvoir faire asseoir ces climats de confiance et ces climats de dialogue, de convivialité avec les enfants. Mais comment guérir justement de cette blessure? Parce qu'après, avec le regard de la société, avec l'environnement, ces femmes avec enfants ont toujours l'impression qu'ils ont mal agi, en fait, elles se culpabilisent à fond. Mais comment guérir de cette blessure au fur et à mesure? Aujourd'hui, je ne ferai pas un appel aux parents parce que la blessure du parent vis-à-vis du scandale ou j'appellerais ça la bêtise que l'enfant vient de faire, elle est inimaginable. Hein. Les parents ont un projet sur les enfants et puis d'un coup tout s'arrête et ça casse tout. Lui, en ce moment, il est en train de réfléchir à beaucoup de choses. Il réfléchit aussi au jugement que sa propre famille apportera sur lui. Dans le quartier, la maman. Exactement. Par contre, je ferai appel à des femmes aujourd'hui qui sont activistes dans plusieurs domaines. Des mamans aussi qui sont dans la politique, qui sont dans les ONG, qui sont dans le contact avec la communauté vraiment très, très, très proche. Et des femmes aussi qui sont femmes avec enfants comme moi, de se lever et de venir plutôt faire asseoir un climat de confiance et de communication libre dans la société pour que ces femmes-là et ces filles-là se sentent à l'aise de venir vers nous pour pouvoir échanger sur de tels sujets. On ne guérit que quand on est dit ou quand on y parle, qu'on ouvre son cœur et on y dit ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Parce que si elle est là, elle se renferme, elle va vivre sa vie, mais vous n'avez aucune idée de ce qu'intérieurement elle est rangée.
Et c'est là que ça crée la jalousie, c'est là que ça crée les mépris, c'est là que ça crée ce côté où vous avez l'impression que oh, elle était juste là, elle est morte. Peut-être nous, c'est pas les cancers aujourd'hui, mais il y en a plusieurs. Et elle souffre de l'estomac, elle a peut-être mal entretenu sa malaria, elle a peut-être mal entretenu. Bref, elle n'a pas eu le temps de se focaliser sur elle pour comprendre que je peux avoir un petit problème, un petit souci, je dois me faire soigner. Et ça l'a tué à petit feu. Et c'est un ensemble de beaucoup de choses qui tuent aujourd'hui à petit feu. Donc si on se lève aujourd'hui et qu'on crée ces mouvements de femmes ou des mamans qui, aux journées de la femme, elles peuvent commencer à en parler. Les ministères de genre et famille, aujourd'hui, peuvent commencer à en parler. Ça va permettre à cette génération, à cette catégorie des filles, de pouvoir venir s'exprimer, de pouvoir venir se confier aussi. Et ça va de moins en moins briser ces cycles-là. Moi, je suis convaincue qu'aujourd'hui, si on se lève et qu'on s'est dit, on met en place un système ou un courant des jeunes filles qui vont venir se confier, de jeunes filles qui ont à un moment donné arrêté la course de leur marche sur une projection, sur un projet qu'elles avaient, ça va leur permettre de pouvoir venir aujourd'hui et se dire, ok, je sais découvrir même le potentiel de ce que je sais faire. Et on crée un endroit où on dit, peut-être toi tu peux venir en coupe-couture. Bref, créons des activités, créons de systèmes ou créons de courants qui vont permettre à ces jeunes filles de venir se confier. Si on ne le crée pas, à l'église, je suis d'accord qu'à l'église, elles vont venir se confier, mais l'église encore, c'est un autre lieu encore où la jeune femme ou la jeune fille se renferme encore davantage. Oui, parce il y a que là, aussi des stigmates là-bas. Ça va. Là, je suis désolée de le dire, mais là, c'est très fort parce que là, on te ramène tout le temps à la Bible. Oui. On te dit que la parole de Dieu dit ça, c'est un péché. Et quelqu'un, quand il sait qu'il a péché, automatiquement, il se renferme. Il se renferme, il se dit, ok. Pendant ces temps, Jésus l'a déjà pardonné. Tout à fait. Le jour où il a dit, Jésus pardonne-moi, Jésus a déjà pardonné. Et Jésus même, il dit, voilà le grâce que je mets tout autour de toi. Mais son esprit et sa tête, elle est bloquée. Elle ne sait pas voir plus loin parce qu'elle s'est dit, tel va dire, tel va faire, et je préfère me renfermer. Ah oui, tout à fait. On a presque fini cette émission. Vos ambitions par rapport à cette catégorie des femmes, est-ce que dans les jours à venir, vous avez parlé de cette synergie qu'il faut créer entre femmes de manière formelle? Qu'est-ce que vous envisagez faire, évidemment? Alors, de manière formelle, j'envisage dans les jours à venir, je reviendrai sur ce plateau Maman Faiza, et puis en privé, je vous en parlerai aussi, de pouvoir créer, de mettre en place une ONG, je peux le dire comme ça, justement qui va permettre à ce que ces jeunes femmes puissent venir vers nous. Pas seulement qu'elles viennent vers nous, mais que nous aussi on aille vers eux. Aujourd'hui, il existe beaucoup de projets américains, UNFPA, UNICEF qui dit toutes les filles à l'école. Parfois, c'est pas, toutes ne vont pas revenir à l'école, comme on l'a dit. Hein. Certaines, elles ont juste besoin qu'on leur emmène, qu'on crée là un système où on dit venez, apprends la coupe et couture, apprends ceci et cela. Donc, c'est dans ça que nous sommes en train de travailler. Donc, dans très peu, on va pouvoir lancer ça pour permettre à ce que de plus en plus, on ait des vidéos, on aille vers des femmes qui sont passées aussi par là, mais qui sont devenues de référence de ce pays, qui sont devenues aussi influentes dans ce pays, qui sont restées sereines dans leur marche, qui sont restées aussi bonnes dans leur marche. Elles peuvent aussi être un exemple. Tout à fait. Et de là, ça va leur permettre de pouvoir venir vers nous et créer. On a besoin de créer une catégorie des femmes pas battantes comme on les dit aujourd'hui à la télé, ça court dans tous les couloirs. Exactement, mais on a besoin de créer des femmes qui vont devenir des références pour leurs enfants et ça serait une fierté de voir une femme qui a eu un enfant avant le mariage, mais de voir son enfant se marier, de voir son enfant donner des familles et qui reste dans le norme et c'est cette catégorie de femmes qu'on veut. Merci beaucoup Annick Tchani d'avoir répondu à nos questions. Merci maman. On se retrouve très bientôt, surtout bonne chance. Hein. On espère que ça va aboutir
votre projet pour pouvoir aider ces femmes avec enfants qui parfois ont du mal à se relever dans la société, étant considérées comme des personnes à éliminer ou à abattre parfois. Voilà. Mais bon, c'est votre point de vue. Je soutiens aussi, il faudrait leur donner une chance pour qu'elles puissent être utiles dans la société. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. À très bientôt.